Burkinabés, Ivoiriens, il fait cette vidéo pour vous. Tous les Burkinabés qui ont vécu ici dans le temps de l'autre président, là, il ne dit pas nom de quelqu'un. Ils savent comment nous, les Burkinabés, on a été traités ici. Aujourd'hui, grâce à Ado, là, Burkinabés, Maliens, nous sommes comme chez nous. On est à l'aise ici, on fait tout ce qu'on veut. On est comme si on est chez nous, quoi. Grâce à Ado. Donc, on doit le remercier. Et puis là, Burkinabé et puis Malien, je vais vous dire quelque chose. Ado, là, il fait beaucoup pour nous. Mais c'est dans l'ombre. C'est un gars qui n'aime pas parler de ce qu'il fait. Voilà. Pourquoi il dit ça? En prison là-bas, là, il y a des terroristes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire ici. Quand on les a attrapés, ils sont enfermés. Ceux qui sont en prison peuvent témoigner. Hein, ou ceux qui sont déjà sortis de la prison peuvent témoigner. Il y a des grands terroristes même. Il y a un qui est rentré, il y a plus de 3 milliards. Ils l'ont attrapé. Aujourd'hui, il est en prison. Beaucoup de terroristes même sont en prison en Côte d'Ivoire ici. Qui rentraient ici et puis on les a attrapés. Mais vous dites que Ado les finance et puis il les attrape encore pourquoi? Question. Reproche aussi une pratique de prix illicite. C'est-à-dire, il ne respecte pas les prix plafonnés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Les produits de grande consommation ont été réglementés et plafonnés par l'État de Côte d'Ivoire afin de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter à moindre coût certains produits. Et lui ne respecte pas les prix. Et voilà. Comment il s'agit de quels produits? Quels sont les produits? On a le lait, on a le sucre, on a l'huile, on a les pâtes alimentaires également qui ne respectent pas. Oh, ok, on va répondre. Vous dites le prix. Je voudrais venir ici. D'accord. Par exemple, je paye l'huile à quel regarder les caméras. Ouais. Par exemple, l'huile de 1,5 dinar, l'huile dinar de 1,5, il le vend à 2000 au lieu de 1775 francs. Voilà. Et ils vendent également le sucre vrague, c'est-à-dire que le sucre qu'on attache, il le vend à 1000 francs au lieu de 765 francs pour le sucre roux et à 815 francs pour le sucre blanc. Alors que lui le fait à 1000 francs. Alors comment vous avez su que je pratiquais le prix illicite? D'abord, nous, on reçoit des dénonciations. Quand on reçoit les dénonciations, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un agent sur les lieux pour être sûr que celui qui est dénoncé ne fait pas l'objet peut-être d'une attaque d'un ami ou bien d'un proche. Donc, on envoie l'agent en question, il vient faire des achats pour se rassurer que effectivement ce qui a été dit est vrai. Donc, on a envoyé l'agent en question qui est venu faire les achats et effectivement, ça s'est avéré. Le monsieur ne respecte pas vraiment les prix plafonnés par l'État. Quelle sera sa sanction? Tout simplement, on va lui faire une convocation avec, comment dirais-je, une notification d'amende qu'il va devoir payer. Et puis, tout simplement, on va lui restaurer ses marchandises. Voilà. Donc les marchandises seront saisies, c'est bien ça? Oui, on va saisir tout ce qui vend cher. Voilà. Il n'y a pas de prix plafonnés. Mais on a vu c'est pour ça que j'ai dit le défaut de prix. Voilà. Défaut d'affichage de prix, en fait. Il ne respecte pas ça également, parce que c'est pas affiché. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour, Christophe. Bonjour, Pauline. Vous nous emmenez donc au Niger aujourd'hui avec le dossier explosif de l'uranium qui pourrait connaître un rebondissement après les déclarations du chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, qui ouvre la porte à un geste envers la France. Racontez-nous. Oui, le général Tiani propose de rendre une partie de l'uranium confisqué à la France. On va d'abord écouter le chef de l'État nigérien qui s'est exprimé vendredi à la télévision. On va l'écouter. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. Voilà, en clair, il propose donc de rendre 63% de un peu plus de 150 tonnes, donc 95 tonnes. Pour comprendre pourquoi il dit ça, il faut revenir un peu en arrière. À la fin des années 60, début des années 70, la France investit massivement au Niger via son groupe nucléaire Areva, qui aujourd'hui s'appelle Orano, un groupe contrôlé à 90% par l'État français. La filiale d'Orano, la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, exploite un site dans la ville d'Arlit, ou une ville qui est créée pour l'occasion, qui devient une véritable ville minière en plein désert à partir de 1971. Orano détient un peu plus de 63% du capital de cette filiale et l'État nigérien, via la Sopanim, environ 36%, d'où le chiffre qu'a donné le général de 63%.
99%. Cet uranium, il est stratégique pour la France parce que le Niger fait partie à ce moment-là de ses 4 principaux fournisseurs avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Namibie pour de l'uranium. Or, quand on possède l'un des plus grands parcs nucléaires du monde, eh bien, on a besoin de combustible. Le tout bascule avec le coup d'État de 2023. La junte renverse le président Mohamed Bazoum et prend le pouvoir. Les relations avec Paris, eh bien, elles se dégradent brutalement. Et la production d'uranium, elle est d'abord stoppée par Orano. Puis en juin dernier, le nouveau gouvernement militaire nigérien décide de nationaliser la Somaïr. La France, elle proteste. 2 actions en justice sont lancées. D'abord devant le Centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements, le CIRDI, qui, dans une première décision en septembre dernier, demande au Niger de ne pas vendre l'uranium produit en attendant le règlement des différends. Et puis, en décembre, devant la justice française, avec une plainte pour vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère, Orano évoque alors un stock total de 1500 tonnes d'uranium contesté. En réponse, Niamey annonce vouloir poursuivre Orano pour des décennies de préjudices environnementaux. On voit donc que le bras de fer, il est total. Mais le Niger donc semble avoir du mal, et c'est l'un des problèmes, à exporter l'uranium qu'il a nationalisé. En témoigne c'est la cargaison d'uranium qui est entreposée à l'aéroport international de Niamey depuis un peu plus de 2 mois maintenant, plus de 1000 tonnes. C'est quelque chose de rare et surtout dangereux. La preuve, il y a eu cette attaque autour de l'aéroport il y a quelques semaines. On en voit ici les images. Initialement destinée à la Russie, puisque le Niger a besoin de trouver des nouveaux clients et la Russie en est un client donc appelé à remplacer la France. Sauf que si on regarde une carte du Niger, on voit que le Niger n'a pas d'accès direct à la mer, et donc c'est difficile d'exporter des stocks d'uranium sans un partenariat avec les pays limitrophes. Mais au moment du coup d'État, eh bien, le Niger se brouille avec ses voisins, le Bénin, le Togo. Aujourd'hui, c'est difficile pour le pays d'exporter, même si depuis une semaine environ, les marchandises agricoles passent de nouveau entre le Bénin et le Niger. La frontière reste quand même encore assez fermée pour l'uranium, et les routes alternatives, eh bien, elles sont dangereuses, traversées par des groupes djihadistes. Et donc le Niger a besoin de trouver des voies de sortie. Oui, il est aujourd'hui isolé, l'économie souffre, les recettes manquent, et donc en proposant à la France de récupérer 95 tonnes, Tiani envoie un message, il dit en substance « reprenez ce qui vous appartient et trouvons un arrangement », même si 95 tonnes, ça représente quand même une fraction de ce qui est contesté, c'est à peine 10%, car le vrai enjeu pour Niamey aujourd'hui, c'est de rouvrir les routes d'exportation, ça dépasse complètement l'uranium. Le gouvernement tente aussi de renégocier un certain nombre de contrats pour d'autres ressources, le pétrole par exemple, avec ses partenaires chinois. Autrement dit, la junte veut reprendre le contrôle de ses ressources, mais pour transformer cette richesse en revenus, eh bien, elle a besoin de partenaires et surtout de corridors ouverts, d'où peut-être ce geste envers la France. On suivra ça. Merci beaucoup Christophe. C'était l'info.